Après l'arrestation de Nick Reiner pour le meurtre brutal de ses parents biologiques, l'Internet a commencé à faire ce qu'il fait toujours, à la suite d'une violence impensable, creusée en arrière. De vieux clips des interviews oubliées et des moments apparemment insignifiants ont été extraits des archives numériques et rejoués à travers un objectif entièrement nouveau. Plus les gens cherchaient, plus l'image devenait troublante. Les vidéos qui passaient auparavant pour étranges tendues ou simplement maladroites se sont soudainement senties comme des avertissements à retardement, des fragments d'une vérité qui s'était cachée à la vue de tous. Un enregistrement de 2016, longtemps enterré et largement ignoré à l'époque, a refait surface avec une force effrayante. Dans cet enregistrement, Nick menace nonchalamment de tuer un chien simplement parce qu'il a aboyé quelquefois. Il n'y a pas de colère visible, pas de voix élevée, pas d'agitation évidente. La suite a été encore plus troublante. Presque immédiatement après, il a admis qu'il avait des pensées malsaines, qu'il fallait traiter. À l'époque, ce commentaire a été considéré comme de l'humour noir ou une provocation de la jeunesse. Rétrospectivement, il a sonné comme une sonnette d'alarme que personne n'a choisi d'entendre. La série de vidéos promotionnelles entourant Être Charlie n'a fait qu'accentuer le malaise. Alors que Rob Reiner apparaissait toujours chaleureux, engagé et visiblement désireux de communiquer avec son fils Nick, répondait de manière distante. Lorsqu'il a dit « Je n'ai jamais été proche de mon père », les mots sont tombés comme un couperet. Ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit. Chaque geste, chaque regard détourné, chaque retrait subtil communiquait un profond malaise qui allait bien au-delà de la rébellion adolescente ou de la distanciation artistique. En le regardant aujourd'hui, beaucoup se demandent si les signes n'étaient pas présents depuis le début. Une personne qui parle avec désinvolture de la violence, qui parle de sa famille, avec un détachement émotionnel, n'a souvent besoin que du plus petit élément déclencheur pour que tout bascule. Une réplique de cette époque résonne aujourd'hui avec une crainte particulière. Parfois je sors juste pour rassembler mes pensées malades. À l'époque, elle semblait énigmatique, voire performative. Aujourd'hui, elle semble hantée par un sens littéral. Une autre vidéo de 2016 a refait surface après la tragédie et elle a presque instantanément suscité une vague de malaise chez les spectateurs. Dans cette vidéo, Nick Reiner apparaît errant dans les rues calmes et aisées de Brentwood. Ses yeux semblent creux, sa voix étrangement calme, comme s'il était en équilibre précaire entre la clarté et l'effondrement. Ce qui avait été considéré comme un clip étrange et artistique a soudain été réinterprété comme quelque chose de bien plus sinistre, un avertissement qui avait été ignoré pendant près d'une décennie. « Parfois je sors juste pour rassembler mes pensées malades », répète Nick, alors que la caméra le suit le long de pelouses entretenues et de maisons silencieuses. Le contraste est saisissant. Le quartier semble paisible, immaculé, épargné par le chaos, alors que ses paroles suggèrent un monde intérieur qui s'effiloche sous la surface. Le filmage de type documentaire ne fait qu'accentuer le malaise, créant le sentiment d'une confession privée accidentellement rendue publique. Lorsqu'on lui demande de se nommer, Nick refuse. Il rejette carrément sa propre identité, parlant comme s'il s'éloignait complètement des frontières sociales. « La plupart des gens me connaissent », dit-il, son ton oscillant quelque part entre l'arrogance et la paranoïa. Cela laisse entrevoir un sentiment de soi qui semble gonflé, instable et détaché des conséquences. Le clip se termine par une phrase qu'il est désormais impossible d'ignorer « Parce que je suis un escargot et que je n'échouerai jamais. Et vous savez quoi? Vous devrez payer ma caution pour me sortir de prison. » Ce qui semblait absurde ou absurde auparavant se lit maintenant comme une prophétie déformée, prononcée par quelqu'un qui n'a peut-être pas pleinement compris sa propre trajectoire. Des images supplémentaires n'ont fait qu'assombrir le récit. Nick est apparu aux côtés de sa sœur Romy, fumant du cannabis, riant d'une manière qui semblait creuse plutôt qu'insouciante. Sur certaines images, une poudre blanche inexpliquée apparaissait à l'arrière-plan, sans jamais être abordée, mais suffisamment pour accroître le malaise du public. Puis vint une déclaration brutale qui a stupéfié les téléspectateurs une fois de plus « J'ai un trouble grave de la personnalité ». C'était un aveu brut, prononcé sans émotion, et personne sur le moment ne semblait en mesure d'y répondre. Lorsqu'un chien interrompt inopinément le tournage, la réaction de Nick change complètement de ton. « Je vais aller tuer ce chien », dit-il calmement. Pas de cri, pas d'emphase dramatique. L'absence d'émotion rend la déclaration bien plus terrifiante que la rage ne pourrait jamais le faire. Le calme de sa voix suggère que les frontières morales ont peut-être commencé à s'éroder bien avant que quiconque ne s'en rende compte.
Il est important de noter que ces images ont été filmées lors de la promotion d'Être Charlie, un film centré sur la dépendance et la guérison. À l'époque, le projet était largement perçu comme un effort de rédemption, une reconnaissance publique de la lutte associée à un espoir de guérison. Pourtant, sous ce récit poli des fissures, s'élargissait discrètement masqué par la célébrité le cadrage artistique et la volonté du public de croire en des arcs de guérison. Les vidéos ne s'arrêtent pas là. Les images de surveillance des heures qui ont suivi les meurtres donnent une image tout aussi inquiétante. Les caméras d'une station-service ont filmé Nick Reiner entrant avec un calme déconcertant. Il portait une veste noire et verte à rayures blanches, un jean des chaussures noires, une casquette de baseball et un sac à dos rouge vif en bandoulière. Il n'y avait aucune panique visible, aucun comportement frénétique. Il se déplaçait dans les allées comme n'importe quel client ordinaire. Nick a choisi une boisson pour sportif, a fait patiemment la queue et a payé avec une carte de crédit. Il a échangé quelques mots avec la caissière qui s'est souvenu plus tard qu'il semblait tout à fait normal, voire poli. Après avoir quitté le magasin, il a traversé la rue et s'est tenu tranquillement au coin de la rue en attendant. La banalité du moment, juxtaposée à ce qu'il venait prétendument de faire, a rendu la scène profondément déstabilisante. Environ 1 heure plus tard, à 9h15, l'immobilité a volé en éclats. Plusieurs voitures de patrouille de la police de Los Angeles, y compris des véhicules banalisés, sont arrivées gyrophares allumés. La station-service s'est instantanément transformée d'un arrêt banal en une scène de crime. Les agents se sont approchés rapidement et professionnellement. Nick n'a pas couru. Il n'a pas résisté. Il a levé les mains comme on le lui demandait, se tenant sous les lumières fluorescentes crues, avec une expression vide, comme si cette issue avait été anticipée bien avant qu'elle ne se produise. Cette scène marquait la fin d'une séquence horrible où le calme extérieur se heurtait à une réalité dévastatrice. Ce calme vide, si constant sur des années d'images, apparaissait maintenant non pas comme une coïncidence, mais comme un modèle. Une autre interview de 2016, réalisée lors d'une apparition à la Build Series de AOL, renforce encore le contraste glaçant entre le père et le fils. Rob Reiner est assis à côté de Nick, avec la posture d'un parent profondément dévoué, parlant longuement, ses yeux dérivant constamment vers son fils, comme pour essayer de le protéger. Il fait ouvertement référence à Nick comme « celui que j'aime le plus », sa voix s'adoucissant à chaque fois comme si l'amour, à lui seul, pouvait suffire à tout maintenir ensemble. Nick, en revanche, semblait renfermé et distant. Ses réponses étaient courtes, sa voix plate, presque sans inflexion. Son regard rencontrait rarement celui de l'intervieweur et presque jamais celui de son père. Interrogé sur leur relation pendant l'enfance de Nick, il a répondu simplement « Nous n'avions pas beaucoup de contact quand j'étais jeune ». Il n'y avait pas d'élaboration, pas d'émotion, pas de nostalgie, juste une porte fermée. Rob a semblé combler instinctivement le silence laissé par son fils, offrant contexte, chaleur et compréhension. Nick a également révélé qu'il avait été en cure de désintoxication 18 fois, un chiffre suffisamment lourd pour suggérer des années de lutte interne. Il a parlé de la drogue non pas comme d'un plaisir, mais comme d'un outil pour faire taire le bruit, la pression incessante des attentes de l'identité et de la douleur non résolue liée au nom de Reiner. Pas un seul moment n'explique ce qui s'est passé, mais ensemble, ils révèlent une longue série de signes avant-coureurs, d'aveux négligés et de détachements tranquilles qui ont abouti à une tragédie irréversible. En réponse, Rob a admis trop tard qu'il avait commis une erreur en faisant confiance à des professionnels froids, au lieu d'écouter son instinct parental transformant par inadvertance les soins en une chaîne de punition sur l'âme de son fils. En discutant de la dépendance et du sans-abrisme, Nick a révélé un détachement effrayant. Il a raconté comme la lecture d'un rapport « J'ai été sans abri dans le Maine, le New Jersey, le Texas. J'ai dormi dehors de nombreuses nuits, de nombreuses semaines. Aucun frémissement, aucune voix étouffée, aucun signe de douleur. Ce qui aurait dû être des blessures s'est transformé en faits secs et brutaux. Tout au long de la conversation, Nick s'est montré brutalement candide, révélant une nature folle et colérique sous une façade calme. Lorsque l'animateur a tenté de romancer sa sobriété, Nick a froidement mis en garde contre une explosion latente, une vérité selon laquelle lui et son père pourraient devenir extrêmes s'ils étaient provoqués. Bien que le fait d'être Charlie ait été loué comme un outil de guérison, la réalité a montré que l'art ne pouvait pas effacer les souvenirs entachés de rancœur. Nick a admis que malgré les tentatives d'amour de son père,
Il se sentait distant lorsque Rob se contentait de suivre les règles rigides de la rééducation au lieu d'aller au-devant de ses émotions. La connexion qu'ils ont tentée devant le public dans 2016 n'était qu'une brève pause dans un cycle prolongé d'autodestruction où chaque effort de compréhension approfondissait de vieilles blessures. 4 gestes silencieux qui disent tout. Insatisfaction ancrée dans le corps. J'essaie d'être drôle chaque fois que je le peux, mais je ne sais pas vraiment. Lors d'une autre interview de 2016, Nick Reiner est apparu dès les premières secondes avec une posture étrangement raide. Tout au long de l'interview, il a à peine bougé les bras croisés ou posé sur ses genoux comme s'il s'enfermait. Son visage était plat, son regard inexpressif, peu engageant. Une froideur tranquille rayonnait subtile mais indubitable comme s'il avait érigé une barrière invisible entre lui et le monde. Lorsqu'on l'interroge directement sur la difficulté de filmer avec son père, Nick répond de manière uniforme et monotone. Pas trop difficile. Pour moi, c'était une expérience assez agréable. Je n'ai pas vraiment trouvé cela difficile. Il parlait sans regarder son interlocuteur, le regard dérivant ou descendant, entrecoupé de pauses étranges, comme s'il ressentait chaque mot. Pas de sourire, pas de geste, seulement un vide prolongé. Rob Reiner, en revanche, a été douloureusement sincère. Il a admis presque amèrement qu'il avait autrefois fait aveuglément confiance à toute personne ayant un bureau et un diplôme, soumettant par inadvertance son fils à des punitions déguisées en amour vache. Il n'a pas hésité à s'humilier. J'aurais dû me taire et l'écouter. Il l'a compris mieux que moi. Ses paroles ont transpercé l'orgueil comme un couteau, tout en étant un aveu rare de la part d'un père égaré. Pourtant, malgré cette révélation émotionnelle, Nick est resté d'une indifférence glaçante. Il est apparu comme un spectateur involontaire de l'histoire de sa propre vie. Lorsqu'on lui a posé des questions sur le dur processus de tournage ou sur son passé de toxicomane, il s'est contenté de répéter « pas dur du tout ». Pour moi, c'était une expérience assez bonne. Pas de signification supplémentaire, pas de creusement de chaque tragédie comprimée dans une description austère. Le regard de Nick s'éloignait souvent comme s'il poursuivait une ombre sans nom dans son esprit. C'était l'expression d'un retrait total, non pas d'une résistance, non pas d'une douleur manifeste, mais d'un retrait total des émotions. Il n'a montré aucune réaction au remords de son père. Du point de vue de Nick, leur relation père-fils semblait n'exister que dans des limites transactionnelles, structurées, avec des débuts et des fins clairs. Rob Reiner s'accroche toujours au cinéma comme à une colle. Il appelle Nick le cœur et l'âme du film, apportant une vérité brute qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Il s'adoucit. Chaque fois que je regarde, c'est mon fils. Ça ne disparaît jamais. Pourtant, chaque mot d'amour semble heurter un mur chez Nick. Sa réponse fut un léger hochement de tête, une brève réponse, comme s'il était trop épuisé pour supporter les attentes de la famille. L'humour noir devint le seul langage de Nick avec la vie, une façon de rire de sa propre douleur avant qu'elle ne l'écrase. Décrivant les absurdités de la désintoxication, il parlait d'un ton détaché, la traitant comme une blague cruelle plutôt que comme une tragédie. C'est comme si l'on voyait qui passe en premier de l'héroïne ou de la prostituée. Il ne cherchait pas la pitié, mais la libération. Utiliser des lignes crues dans le scénario était comme une douce vengeance sur son passé. Alors que Rob cherchait à rire pour apaiser la tension, Nick utilisait ce même rire pour mettre la réalité à nu. Sous la pression des médias et l'ombre menaçante de son père, l'instabilité de Nick apparaissait dans les moindres détails. Mains agitées, évitement du contact visuel direct, sourire fugace et forcé. Il essayait de paraître faire partie de l'équipe de tournage, mais à l'intérieur, il restait un enfant piégé dans des salles de désintoxication froide où le temps s'était arrêté. Rob, malgré ses efforts, semblait ignorer que la compréhension à laquelle il faisait confiance n'était qu'une coquille fragile que Nick avait construite pour survivre à l'interview. Le dialogue s'est alourdi lorsque Rob a abordé la politique et les questions sociales, une échappatoire sûre à l'étouffement privé. Il parle des dangers de la haine dans la société sans savoir qu'une graine similaire pousse silencieusement à côté de lui. Nick répond par un silence prolongé qui fait froid dans le dos, signe avant-coureur d'une tempête à venir. Il ne s'engage pas dans les nobles idéaux de son père car son monde s'est effondré depuis longtemps, et aucun film ne peut en reconstruire les ruines. Nick Reiner comparaît pour la première fois devant un tribunal et ne prononce que 3 mots. Une autre vidéo glaçante date de décembre 17, 2025,
Elle montre la première comparution de Nick Rainer devant la Cour supérieure de Los Angeles, accusé de 2 meurtres au premier degré et du meurtre de ses parents. L'audience était initialement prévue la veille, mais elle a été reportée parce que son état de santé n'avait pas été jugé suffisamment bon pour qu'il puisse être transporté hors de la prison. En entrant dans la salle d'audience, Nick portait une épaisse veste bleue anti-suicide sans chemise en dessous les mains et les jambes entravées, assis derrière une cloison en verre dans la partie réservée à l'accusé. Il était assis légèrement voûté dans une posture rigide, regardant à peine autour de lui ou montrant une quelconque émotion. Tout au long de la première audience, le comportement de Nick a été presque inexpressif. Il a regardé droit devant lui, clignant rarement des yeux, le visage figé comme une statue. Il n'a montré aucune réaction lors de la lecture de l'acte d'accusation sévère de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Pas de courbettes, pas de tremblement. Ce calme ne ressemblait pas à un calme, mais à un vide émotionnel. Un silence profond qui incitait tout le monde à la prudence. Nick n'a parlé qu'une seule fois. Lorsque le juge lui a demandé s'il comprenait ses droits légaux et acceptait de renoncer à un procès rapide, il a répondu laconiquement « Oui, votre honneur ». 3 mots monotones, sans emphase ni émotion. C'est tout ce qu'il a dit publiquement lors de cette comparution. Par la suite, il est resté complètement silencieux, laissant les procédures judiciaires se dérouler autour de lui, comme si elles concernaient quelqu'un d'autre. Nick n'a pas plaidé, et le procès a été reporté à janvier 2026 à la demande de la défense. La caution lui a été refusée, et il était resté en détention sans possibilité de libération. L'avocat de Nick est Alan Jackson, un avocat pénaliste très réputé de Los Angeles, qui a défendu des personnalités telles que Harvey Weinstein, Kevin Spacey et Karen Reed. Monsieur Jackson est apparu prudent, presque réservé, soulignant qu'il s'agissait d'une affaire extrêmement complexe et invitant le public à ne pas porter de jugement. Il a demandé un délai supplémentaire pour préparer le dossier et pour que son client subisse une évaluation complète de sa santé mentale, reconnaissant implicitement que l'état mental de Nick est un facteur crucial dans l'affaire. Selon des sources d'enquête, Nick Rainer avait été diagnostiqué schizophrène et était sous traitement psychiatrique au cours de la période précédant la tragédie. Au cours des dernières semaines, ses prescriptions ont été modifiées. Et selon certains proches, ces ajustements ont rendu son état mental plus instable et difficile à contrôler. Maladie. Un passé de toxicomanie et de troubles prolongés a créé une spirale dangereuse menant silencieusement à la tragédie. L'audience s'est terminée rapidement, mais son impact a perduré. Nick Rainer a été renvoyé en prison où il continuera d'être étroitement surveillé physiquement et mentalement en attendant le prochain procès. Son image quittant la salle d'audience en silence, la tête légèrement baissée, les yeux vides, a laissé une lourde impression. Non pas le choc du crime lui-même, mais le frisson induit par une personne apparemment dépourvue d'émotion bien avant que la tragédie ne se produise. 6, la désintoxication parce que ses parents l'ont poussé à bout. Dans une autre vidéo, Nick Rainer parle de sa période d'addiction sur un ton qui n'est plus explosif de colère mais froid et fumant comme les cendres après un incendie. Il révèle que la désintoxication n'a pas été entièrement une question de volonté personnelle mais largement imposée par ses parents. Il ne s'agissait pas d'un salut volontaire, mais d'un processus où il a été entraîné loin de son ancienne vie tout en nourrissant un profond désir d'évasion. C'est là que les premières fissures d'un ressentiment silencieux ont commencé à se former. Nick a admis qu'au fond de lui, il croyait que ses parents l'aimaient et étaient toujours présents. Mais le paradoxe est que cet amour s'est transformé en une cage invisible. Il dit que leurs préoccupations constantes ont supprimé certaines parties de lui, en particulier la musique, qui avait été un instinct de survie. Pour Nick, la créativité n'était pas seulement de l'art, c'était une respiration. Lorsqu'il était trop contraint, il sentait qu'il ne pouvait plus tomber, qu'il n'avait plus le droit de s'auto-détruire à sa manière. Il a parlé d'instinct de survie, une expression à la fois rationnelle et désespérée. La musique, qui aurait dû être libératrice, a été freinée par des sentiments de surveillance et de doute. Nick a franchement déclaré que c'était l'erreur de ses parents, non pas parce qu'ils ne l'aimaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas confiance en sa capacité à se débrouiller seul. Ce manque de confiance, même déguisé en inquiétude, lui a donné le sentiment d'être faible et de devoir toujours être contrôlé. À un moment donné, Nick a parlé très rapidement, comme s'il craignait de ne pas pouvoir prononcer les mots « J'ai de la chance d'avoir des parents qui se soucient de moi ».
Immédiatement après, il a contredit cette affirmation en faisant un autre aveu. Mais chaque fois que je prenais de la drogue, je ressentais une terrible culpabilité. Il a décrit ce moment presque en chuchotant, je crois. En ce moment, ils doivent penser à moi. Non pas par peur d'être pris, mais par peur de les décevoir. Nick n'a pas demandé le pardon, il a seulement dit « Je veux la paix ». Cette pensée ne l'a pas sauvé de la drogue, mais a aggravé son tourment. Elle n'a pas pu empêcher ses actes, mais en a aggravé les conséquences. Dans ce cas, l'amour n'a pas été une bouée de sauvetage, mais une corde qui l'a entraîné plus profondément dans la culpabilité et l'auto-accusation. Rob était plein d'amour, mais n'a pas pu sauver son fils. Enfin, une vidéo d'un ami proche des Rainer qui a vu Nick dans ses derniers jours. Barry a dit qu'il était probablement l'une des dernières personnes à avoir vu la famille Rainer dans son état le plus normal. Il a séjourné pendant 5 jours chez Rob et Michelle Rainer à leur invitation, alors qu'ils visitaient la ville pour la première du nouveau film The Perfect Gamble. Pendant ces jours, tout était calme, à tel point que personne n'aurait pu prédire la catastrophe imminente. Barry se souvenait très bien de Nick Rainer, un homme de 32 ans qui semblait en bonne santé et sobre, pleinement présent dans l'espace familial. Nick s'assoit et discute avec ses parents. 8 dîners familiaux traditionnels dans une atmosphère dont Barry souligne qu'elle est toujours pleine d'amour. Nick joue au tennis, au basketball et accomplit des tâches ordinaires, sortir les poubelles, laver la vaisselle, regarder la télévision en famille. Aucun signe d'instabilité, aucun moment où Barry s'inquiète de la sécurité de Nick. De l'extérieur, tout semble ordonné, chaleureux, presque idéal. Ce qui trouble le plus Barry rétrospectivement, ce n'est pas l'absence d'amour, mais son excès. Il a dit que la chose la plus déroutante en regardant l'ensemble du tableau est qu'il y avait trop d'amour, mais que cela ne correspondait pas. Barry a souligné qu'il n'était pas là pour juger. L'amour qu'il a vu était réel et non pas faux. Rob et Michelle avaient un lien authentique avec leur fils. Ils n'ont jamais abandonné Nick au cours de ces années de lutte publique contre la toxicomanie. Ils ont essayé 1 million de façons, Barry a souligné, que ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de donner à Nick l'accès aux meilleurs programmes de traitement les plus luxueux en croyant que cette fois serait différente. C'est pourtant sur cette base d'un amour apparemment inébranlable que s'est produit l'événement le plus choquant. Selon Barry, Rob Reiner n'a jamais abandonné. Si vous connaissez Rob, il est plein d'amour, a-t-il dit. Mais la tragédie réside dans le fait que l'amour, aussi intense soit-il, n'a pas suffi à sauver une personne qui glissait dans ses propres ténèbres. Des repas chauds en famille, devant la télévision, des journées paisibles, Barry en a été le témoin rétrospectif, mais tout cela n'a été qu'un douloureux prélude à un effondrement que personne dans la maison n'a vu venir. En regardant la série de vidéos des interviews froides, aux réponses sans émotion des yeux détachés de tout sentiment à la façon dont Nick parlait de la dépendance, comme s'il s'agissait de l'histoire de quelqu'un d'autre, tout cela forme une image terrifiante de danger silencieux. Pas de colère explosive, pas de cris ou de larmes, mais un retrait prolongé, une congélation émotionnelle, où une personne cesse de se connecter à sa propre douleur et à celle de ceux qui l'entourent. Et vous, en regardant ces vidéos, quel est le signe d'alerte négligé? Le silence, les yeux ou la façon dont Nick parlait de sa vie comme un rapport indifférent? Laissez un commentaire ci-dessous pour en discuter, car parfois nommer ces signaux peut aider à prévenir une autre tragédie à l'avenir. Si vous voulez continuer à suivre des analyses plus approfondies des cas de psychologie humaine et de ce qui se passe derrière la caméra, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour attraper la prochaine vidéo.